Fabien Major, j'ai signé un texte dans le Journal de Montréal ce matin. Je sais pas si on peut appeler ça un brûlot, mais en tout cas, c'était le texte le plus lu du journal là, en milieu de journée. Wow. Les gens ont énormément réagi. J'expliquais essentiellement plein de choses, mais bon, vendredi, on a vu la responsable là, de la commission sur les statistiques du marché du travail qui a été mise à pied. Il y a eu démission d'une des gouverneurs de la Réserve fédérale. C'est vraiment là, une drôle de situation. Puis j'ai appris en lisant Bloomberg que depuis le mois de mai dernier, les statistiques sur l'inflation américaine étaient grosso modo un peu patentées. Là. C'est-à-dire que la proportion d'inférence qu'on utilisait était passée comme de 10 à 40 %, ce qui veut dire qu'essentiellement, les chiffres qu'on a sur l'inflation sont beaucoup moins précises aux États-Unis qu'elles ne l'étaient quand M. Trump a pris le pouvoir. Pour toutes ces raisons, et pour les tarifs, et pour nanana, et les chiffres de l'emploi donc, qui ont été révisés, j'ai le sentiment que l'automne va être très difficile pour les Américains. Je suis pas d'un naturel pessimiste, là, tu me connais, mais j'ai quand même là, le sentiment qu'on est en train d'arriver là, un peu rapidement face à un mur. Je voulais un peu t'entendre là-dessus. Est-ce que tu fais les mêmes conclusions que moi? L'accident de char au ralenti, effectivement, c'est à peu près ça qu'on voit, mais le fait que Trump ait limogé Erika McIntyre, la directrice du bureau du Labour, tu sais, les statistiques, elle manipule pas des chiffres. Sa job, c'est de les mettre ensemble. Et puis, j'ai été surpris de voir que la façon dont on fait cette job-là, c'est des informations cryptées partout. Elle arrive avec un tas de logiciels qui font la fierté du monde occidental en disant que c'est le summum en ce qui concerne l'administration des données statistiques. Mais donc, c'est une personne qui n'a pas été sélectionnée pour son penchant politique. Non, c'est des compétences statistiques. Et sur les statistiques, si on veut l'heure juste, si on veut travailler avec des chiffres pour justement prévoir comment la machine, l'immense paquebot économique va se diriger, ça prend des données fiables. Et de savoir qu'on l'a remercié comme ça, ce qui est hallucinant, c'est que Trump, juste pour vous montrer comment il est dans le champ, lui, il souhaite finalement pouvoir baisser les taux d'intérêt ultimement pour favoriser l'emprunt et favoriser cette ère révolue de croissance à tout prix infini. Mais donc, si les données statistiques sur le chômage augmentent, ça veut donc dire que c'est peut-être pertinent de baisser les taux d'intérêt. Évidemment, il y a d'autres chiffres qui sont nécessaires, mais il se tire même dans le pied là-dessus. Et de remercier la personne en charge des données statistiques, j'ai cherché pour faire du millage sur ton papier ce matin des précédents internationaux. Et le pays le plus abouti ou le plus occidental de la liste avec une situation similaire, c'est la Grèce. Entre 2010 et 2015. Puis évidemment, ça volait pas haut, là, mais c'était Georgiou, ancien du FMI, qui a dirigé l'Agence grecque des statistiques. Il a corrigé les chiffres sous-évalués de la dette grecque, révélant l'ampleur du déficit, et ça a précipité le recours au plan de sauvetage européen. Ben oui. Mais les autres pays, écoute, Francis, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est la Turquie. Ce sont donc des États qui, aujourd'hui, peuvent se comparer aux États-Unis avec la manipulation des chiffres statistiques pour embellir la situation ou encore pour cacher d'informations au public. Mais il est clair que les Américains se dirigent vers une perte de confiance des marchés. Les investisseurs qui doutent de la fiabilité des données économiques, ben ça augmente le risque du pays, les coûts d'emprunt, et ça fait tomber comme une roche la valeur de la devise, comme on a vu au Brésil il y a quelques années, là. Je sais pas ce qu'ils cherchent à faire, mais les répercussions, ils peuvent vraiment être graves, et la crédibilité, les doutes sur la transparence gouvernementale, ben déjà, on en avait sur la justice, et là, si c'est maintenant les données économiques, c'est la stabilité politique aussi qui est en jeu, là. C'est vraiment du sérieux. L'accident de char, moi, je dirais un accident d'autocar. Parce qu'il y a plusieurs personnes à bord, c'est ce que tu veux dire. Oui. Je veux quand même t'entendre parce que, bon, je sais que je le dis trop souvent, mais j'ai une posture d'économiste. Moi, je regarde les gens qui travaillent, les biens qui transigent, les usines, tu sais, la productivité. Je suis pas un financier, là. Oui, mais tout ça, c'est très humain, ce que tu décris, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu sais, ce que je vois et ce que je lis et ce que j'entends provenant des États-Unis actuellement est excessivement inquiétant de mon angle, de mon œil d'économiste. Mais étrangement, j'interpelle le spécialiste de finance en toi parce qu'il y a comme une déconnexion entre ce que moi, dans mon métier, je vois actuellement
Et de l'autre côté, encore aujourd'hui, là, le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, tout le monde bat des 1,5-2%. Mais je ne comprends pas cette profonde déconnexion. Puis, tu sais, tous mes amis aux États-Unis, puis c'est pas anecdotique, là, je veux dire, des prix là, qui ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière dans plein de catégories de biens. Puis, je vois pas où c'est en train de baisser. Tu sais, il y a peu d'anecdotes de prix à la baisse. Tout est en train d'augmenter. Explique-moi, c'est comme deux mondes qui se parlent comme plus, finalement, entre la finance et l'économie. Dans les explications du monde financier, pourquoi est-ce qu'on semble si anesthésié et que la bourse continue de battre des records? Il y a le fait que de nombreux investisseurs sont autonomes. Ils vont faire des transactions eux-mêmes de chez eux sans parler à un professionnel et ils y vont selon leur émotion. Ça baisse, parfait, ça va remonter. On achète. Des fois, c'est aussi court que ça. Et lorsqu'on emprunte de l'argent, on se dit, je vais me refaire parce que j'ai perdu beaucoup. Et là, évidemment, ça ressemble à ce que tu disais tantôt avec le gambling, là. Ça ressemble à ça. Mais aussi, il faut comprendre que même des grands joueurs institutionnels ont encore des sommes placées aux États-Unis dans des entreprises qui, elles, génèrent peut-être 80-90% de leurs revenus, de leurs recettes de l'international. Mais tout ça, ça va faiblir à un moment donné, évidemment, si la crise de confiance fait en sorte que de nombreux États comptent moins sur les obligations américaines ou encore de nombreux consommateurs se disent c'est un pays de paria, j'ai pas l'intention d'acheter un produit américain, je vais acheter un produit européen, même un produit brésilien. Et il y aura donc des changements qui vont s'effectuer, mais ça va lentement. L'économie qui n'a pas donc donné ses preuves de contraction fait que les financiers ont toujours les doigts croisés en disant jusqu'à maintenant, ça va quand même pas si mal. Mais j'ai l'impression que les données sur les bénéfices vont se révéler. Il y en a des données qui sont extraordinaires, comme Apple, c'était fabuleux la semaine passée, mais Amazon, ça n'a pas été bon. Mais quand il y aura davantage de mauvaises nouvelles sur la profitabilité des entreprises américaines en sol américain, je pense que là, le réveil va être brutal. Tu cites, sans le savoir, peut-être l'article justement de ce matin, « Jusqu'ici, tout va bien hein, », la fameuse phrase du film La haine en 1995. Il faut se méfier de celle-là, puis aussi, cette fois, c'est différent. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, disait l'autre. Sinon, en quelques mots, là, c'est pas parler de Trump, mais presque, mais délit d'initié. Bon, on entend beaucoup cette expression-là dans le cadre de l'administration Trump, mais c'est pas de ça dont il est question. Il y a un ancien hockeyeur québécois, les Québécois, qui a été sanctionné en fait pour avoir justement utilisé des informations privilégiées et s'être enrichi. Peux-tu nous expliquer un peu de quoi il est question? Oui, le délit d'initié, il y a quelques années, on appelait ça un tuyau. Les gens connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une information stratégique sur une compagnie en bourse. Alors, la valeur peut baisser ou peut augmenter. Et sur la foi de cette information, quand elle est véridique, on peut donc gagner gros parce qu'on a une information d'initié de l'administration. Donc, on peut prévoir les mouvements boursiers. Et c'est le fait que c'est réservé à quelques personnes seulement. Dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui était dans la direction de la compagnie Velan. Il y en a qui ont fait des paris en bourse qui étaient gagnés d'avance. Si on sait qu'il y a un gros contrat gouvernemental, par exemple, on prend des positions au niveau de l'action et puis ça s'avère vrai. Des fois, c'est 80%, 100%, 200% d'augmentation qui peuvent se manifester en quelques jours avec une information privilégiée. Évidemment, il y a un décalage avec le public et c'est pour protéger le public il y a quelques années, on a donc mis au rang des activités, des délits criminels, le délit d'initié, puisque ça appauvrit l'ensemble de la communauté, ça appauvrit les autres investisseurs qui n'ont pas de chance égale d'avoir accès à cette information. Les informations particulières d'initiés ou de gens proches de la direction, on doit donc les fournir. On doit aussi s'inscrire auprès des autorités de marché pour dire nous sommes des initiés et puis à ce moment-là, les autorités de marché surveillent un petit peu plus les transactions. Mais dans ce cas-ci, c'est un ancien des Nordiques qui aurait pu bénéficier d'informations stratégiques et c'est pour ça que l'AMF veut justement le sanctionner. Donc, pour l'instant, ils ont lancé une enquête. Il n'a pas encore été reconnu coupable, toutefois. C'est bien ça. Effectivement. Mais c'est un crime, ça, il faut le rappeler. Merci beaucoup, Fabien Major. On se retrouve demain. À bientôt. Bye.